Braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Espoirs. Horrifiques Espoirs. Horrifiques Histoires. La langue morte, oui. Et braves gens, ce soir, je vais vous lire Dr. Vock et Mr. Vitch, une nouvelle de Thomas Ligotti, traduite en français par Anne-Sylvie Omassel. Et oui, pour celles et ceux qui ne sont pas sur la version audio mais sur la version vidéo, il y a beaucoup de monde avec moi ce soir. Et dans le chat, et littéralement à côté de moi. Voilà, beaucoup de mascottes. Bref, braves gens, bonne écoute. Il y a un escalier. Il grimpe de guingois au flanc d'une parfaite obscurité. On en voit cependant les contours, griffonnage de foudre, sur un ciel ténébreux. Et bien qu'il ne soit soutenu par rien, il ne tombe pas, ni ne suspend son anguleuse ascension avant d'avoir atteint les sombres combles dans lesquels Vock, le reclus, s'est enfermé. Un certain Vitch gravit en ce moment l'escalier, ce qui semble lui causer quelque inquiétude. Bien que l'échafaudage tout en saillie paraisse cependant assez stable dans son ensemble, Vitch hésite à peser de tout son poids sur chaque marche. En proie à de très vagues doutes, il monte à curieuses et timides enjambées. De temps à autre, il considère par-dessus son épaule les dites marches, car elles lui ont paru, sous le pied, faites d'argile molle, plutôt que d'un matériau solide. Peut-être s'attend-il à y voir la marque nette de ses semelles. Elles sont pourtant intactes. Vitch porte un long par-dessus de couleur vive. Parfois, les échardes de la rambarde se prennent dans ses manches volumineuses. Elles éraflent également ses mains maigres, mais Vitch s'irrite davantage de la destruction de l'étoffe coûteuse de son manteau que des blessures infligées à une chair qui ne lui est rien. Tout en poursuivant sa progression, il se suce l'index afin que le sang ne souille pas le tissu. À la 17e marche, après le 17e et dernier palier, Vitch trébuche. Les longs pans du par-dessus s'en mêlent entre ses jambes. Il entend, en tombant, le bruit du drap qui se déchire. À bout d'un air, Vitch ôte son manteau et le jette par-dessus la rampe, dans le gouffre noir. Efflanqué, il nage dans un costume minable. En haut des marches,
il n'y a qu'une porte. Les doigts en éventail, Vitch pousse le battant. Au-delà du seuil, voici le grenier de Vock, croisement, de toute évidence, entre une salle de jeu et une chambre de torture. Le silence et l'obscurité de l'immense pièce sont quelque peu compromis par des giclements sonores de lumière bleu-vert clignotant, spasmodiques sur les murs. Mais pour l'essentiel, le grenier est envahi par les ombres. Difficile de dire où se trouve le plafond. Par-dessus les lueurs convulsives, rien ou presque n'est visible. Il faudrait une vision parfaite. Alors, les petites fentes plissées qui servent Dieu à Vitch. On distingue quand même les poutres les plus basses de la charpente en croisillon. Mais le plafond, si tant est que le sanctuaire de Vock en soit doué, est plongé dans le noir. À quelque distance du parquet rugueux, toute une série de poupées grandeur nature est suspendue à des fils qui scintillent comme ceux mouillés d'une toile d'araignée. Aucun de ces mannequins n'est visible dans son intégralité. Le profil au long bec de l'un d'entre eux saille dans la lumière. Des jambes revêtues de satin luisant émergent de l'obscurité qui règne dans les hauteurs. Une main magnifiquement pâle irradie dans le lointain, cependant que, bien plus près, le corps presque entier d'un arlequin s'expose pendant au regard décapité par l'ombre. Du reste, ce que contient cette grande pièce n'apparaît que sous forme de boue et de composants qui, malgré tout, se débrouillent pour émerger des ténèbres suffocantes. Sur le plancher, une longue caisse aux flancs bas s'introduit à demi en scène, exhibant ses coins renforcés de bandes de métal brillant fixées par de lourds écrous. Des instruments pointus aux formes étranges fleurissent sur l'humus des ombres. Le temps les a encroutés. Une énorme roue luit en premier quartier dans l'obscurité. D'autres sections appendices ces rouages de curieuses machines compliquent encore cette immense galerie. Vitch, qui s'est aventuré dans la pénombre, est soudain stoppé par un bras de métal doté d'une poignée molle et noire. Il recule et poursuit sa progression, broyant sous ses semelles de la sciure, du sable, des étoiles pulvérisées. Peut-être. Des membres arrachés à des poupées et à des marionnettes sont disséminés alentour. De même, des affiches, des pancartes, des tableaux, des programmes variés, étalés comme des cartes à jouer, leurs mots en lettres vives mélangés jusqu'à l'absurde. Et d'autres objets, en grand nombre. Des ustensiles, des bricoles diverses sont entassés dans la pièce, trop nombreux pour qu'on les distingue tous. Ils sont semblables, d'une manière ou d'une autre, à ceux que l'on vient de décrire. Par conséquent, on ne peut que se demander comment ils peuvent finir par produire une telle atmosphère de... Le mot n'est-il pas repos? Oui, mais un repos d'une certaine sorte, celui des ruines.
Bonjour !» s'écrie Vitch. « Docteur, vous êtes là ?» Dans les ténèbres au-dessus de lui, se dessine alors un long rectangle, pareil à la guérite d'un guichetier de manège. La partie inférieure est de bois, surmontée d'une vitre. L'intérieur du rectangle est envahi par une lumière vive, d'un rouge huileux. Dans cette cahute se trouve un mannequin élégamment vêtu, tassé sur la chaise, comme endormi. Il porte une veste et un gilet noir tressaillant, aux boutons d'argent scintillant, une chemise blanche à col dur, des boutons de manchette en argent et une ample cravate ornée de motifs astronomiques, lune et étoiles. Vu la position de sa tête, la physionomie de ce mannequin est réduite à l'éclat noir de sa chevelure peinte. Vitch s'approche de la guérite d'un pas assez prudent. Il semble s'intéresser de près à la créature qui s'y trouve. Vitch glisse la main dans une ouverture semi-circulaire pratiquée dans la vitre. Manifestement, il voulait serrer la main du pantin. Mais avant qu'il ait pu réellement progresser vers ce but, plusieurs événements se succèdent. La créature lève machinalement la tête, ouvre les yeux. Elle tend sa main de bois et la pose sur celle vivante de Vitch. Sa mâchoire inférieure s'ouvre. En sort un rire mécanique. Arrachant sa propre main à l'étreinte du mannequin, Vitch recule en quelques pas vacillants. Le mannequin continue de produire le même hennissement moqueur, lequel se propage ailé vers le moindre recoin du grenier et revient en écho singulier. Son visage est sans expression, ses traits plaisants. Ses yeux roulent comme des billes folles. C'est alors que, de derrière la guérite, émerge de l'ombre un individu aussi maigre que Vitch, quoique bien plus grand de taille. Sa tenue ressemble assez à celle du pantin, mais il nage dans son costume, et ce qui reste de sa chevelure clairsemée pend sur son crâne d'un blanc d'os, comme une collection de vieux chiffons. Vous êtes-vous jamais demandé, monsieur Vitch, s'exclame alors ce Voc, marchant lentement vers son hôte, à la parade, tenant à la main un pan de son manteau, comme s'il s'agissait d'une traîne. Oui, vous êtes-vous jamais demandé la raison pour laquelle le spectacle d'une marionnette animée était si effroyable? Et je ne parle même pas de l'effet qu'elle a sur Louis. Écoutez-la vraiment, veux-je dire. Une série de sons qui, prononcés par l'homme du guichet, devient atrocement éloquente. Elle relève d'un genre poétique où l'on chante ce qui ne devrait pas l'être, où l'on dit ce qui ne devrait pas l'être. Mais de quoi s'amuse-t-il, au nom du ciel ? De rien, semble-t-il. Il rit sans motif déterminé, sans raison bien claire. Et cependant, il rit. Mais ce rire, pourriez-vous méditer quelle est son utilité? Il semble n'être émis que pour votre seule oreille, non? Il semble se diriger vers votre être dans ses moindres replis. Il semble doué de savoir. Ce n'est pas qu'une impression, du reste.
Mais il sait d'une autre manière que celle que vous lui supposez. Il va dans une toute autre direction. Ce n'est pas de vous dont il a connaissance, c'est de lui-même. La question n'est pas « pourquoi rit-il ?» Non, pas du tout. C'est celle-ci. D'où vient ce rire? Et c'est cela qui provoque votre inquiétude. Certes, le pantin vous terrorise, mais sa terreur est plus intense encore que la vôtre. Réfléchissez. Du bois qui s'éveille. J'aurais du mal à l'exprimer plus clairement. Sans oublier la bouche et les cheveux peints, les yeux de verre. Les voilà, eux aussi, tirés d'un sommeil que rien n'aurait dû troubler. Ils font partie, eux aussi, d'un réseau fourmillant de nerfs pantinesques, vivants, conscients d'une manière que nous ne pouvons même pas essayer de nous imaginer. La chose est douloureuse, trop même pour nous tirer des larmes. Raison pour laquelle le pantin nous rit au nez, s'efforçant par là même de se libérer d'une épouvante qui ne faisait pas partie de sa vieille maison de bois, de peinture et de verre. Cette épouvante, cependant, est l'essence même de sa nouvelle maison, à savoir Monsieur Vitch, notre monde. Voici en quoi le rire de l'homme du guichet est effroyable. Et maintenant, pantin, au dodo. Le voilà rendu à son sommeil inanimé. Monsieur Vitch, vous devriez vous réjouir. J'aurais pu faire un braillard. Mieux encore, cette marionnette, après tout, n'est qu'un dispositif. Vous me suivez, Monsieur Vitch? Oui, répond Vitch, qui semble n'avoir pas entendu un mot du soliloque de Vock. Bien, bien. Quel bon vent vous amène aujourd'hui, car le jour s'est levé déjà, ou ne saurait tarder. Il s'est levé. Parfait, j'aime à me tenir au courant. Quelle nouvelle? S'enquiert Vock, tout en déambulant d'un pas lent dans le capharnaüm de son grenier. Vitch s'adosse à une accumulation indistincte d'objets non identifiables et contemple le parquet. « J'aurais préféré ne pas revenir », reprend-il d'une voix qui semble assoupie. « Mais je ne savais pas quoi faire. Comment vous en parler? Les jours qui viennent de s'écouler, les nuits surtout, m'ont semblé des enfers de glace. Il faut sûrement que je vous dise, je crois qu'il y a quelqu'un qui a éveillé en vous un sentiment, complète Vock. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui, d'une manière ou d'une autre, fait obstacle et dépouille vos nuits de leur chaleur. Cela me paraît très clair. Dites-moi, quel est son nom à cette première personne? Prena, répond Vitch, non sans hésitation. Et celui de la seconde? L'âme. Mais avez-vous besoin de leur nom pour m'aider? Leur nom, de même que le vôtre et que le mien du reste, n'ont aucune importance. Ma question reflétait simplement l'intérêt poli que m'inspire votre malheur. Quant à vous aider, cela impliquerait que je puisse avoir quelque contrôle sur la situation. Mais je pensais, bégayait Vitch. Le grenier, vos appareils, il me semble que vous avez un certain savoir. Comme la marionnette, vous n'auriez pas dû vous y fier. Vous voilà maintenant avec une frustration de plus, une douleur supplémentaire. Voyons, vous ne pouvez pas essayer de faire avec. Le temps aidant, vous l'oublierez, cette Prena. Pourquoi vous livrer à ces folies? Réfléchissez. Je ne peux pas m'en empêcher, docteur. J'invite.
J'entends bien. Mais écoutez-moi, je n'aime pas du tout vous voir dans cet état, monsieur Vitch. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas toujours été tel que vous me voyez. Mais vous connaissez le dicton, hein. Le corps et l'âme se défont quand 2 par 2, ils veulent faire 1. À moins qu'il ne soit de mon invention. Ma mémoire est si mauvaise que c'en est un bonheur. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner, si vous le permettez, un ultime petit conseil. Tournez le dos au monde et choisissez les ombres. Je suis ma propre ombre, répond Vitch. Oui, c'est ce que je vois. Eh bien, tout ce que je peux vous dire au point où nous en sommes, c'est que vous aurez été prévenus. Donc, nous allons parler au conditionnel, si vous voulez bien. Connaissez-vous la rue des Pigs Vacillants? Je sais qu'elle a un nom plus ordinaire, mais j'aime assez lui donner celui-là qui convient tant à ces grands immeubles si penchés. Vitch indique d'un signe de la tête qu'il la connaît effectivement, cette rue. Bien, mais je ne vous promets rien, n'est-ce pas? Je ne m'engage ni ne me lie, hein? Si vous pouvez vous débrouiller pour faire passer vos amis dans la dite rue cette nuit, je crois que votre problème pourrait se régler, si c'est ce que vous voulez. La forme que prend cette solution vous intéresse-t-elle? Docteur, j'ai besoin de votre aide, c'est tout. Je m'en remets à vous. C'est bien sûr. Vous ne plaisantez pas. Vitch reste silencieux. Vock hausse les épaules et petit à petit recule vers son point d'origine, dans les ombres les plus profondes de la pièce, disparaissant. La lumière rouge de la guérite vire elle aussi tel un soleil couchant. Bientôt, la seule lumière encore visible dans le grenier est celle, outre-mer, des flammes qui dansent sur les murs. Vitch, les mains jointes, lève les yeux vers le plafond du grenier, comme s'il voyait déjà les longs toits minces qui se penchent au-dessus de la rue des Pigs Vacillants. La nuit, les façades de toutes les bâtisses de part et d'autre de cette étroite voie semblent se fondre les unes dans les autres, comme liées par les ombres. Hormis leurs fondations et quelques étages aux volets fermés, elles ne sont que toits. Elles s'élèvent splendides dans le firmament, culminant parfois à des hauteurs extraordinaires. À certains angles, elles se balancent un peu contre le ciel, faites ondulant comme de grands arbres dans la brise. Ce soir, le dit ciel est un marécage de nuages boueux qui luisent dans le feu factice de la lune. De la porte qui marque le début de la rue approchent 3 silhouettes, précédées de leurs longues ombres. L'une mène la marche, bien que dépourvue des attitudes de savoir et d'autorité qui conviennent. La suivent les ombres chinoises d'un homme et d'une femme, côte à côte, séparées seulement par un fin croissant de lumière. Celle douce, radieuse, du soir.
À quelques mètres de l'autre extrémité de la rue, la première des silhouettes s'arrête. Les deux autres la rattrapent. Ils sont désormais tous les trois devant le plus haut des immeubles pentus de la rue. C'est un lieu de commerce apparemment. Une enseigne pend au-dessus de la porte. Tachée d'ombre, elle se balance à peine dans le vent, grinçant tout doucement. Ils sont représentés de chaque côté les biens ou services qu'on peut acheter là. Des pinces ou quelques ustensiles du même ordre, et un tisonnier peut-être, ou quelques longs outils, les deux disposés en croix. La boutique est déjà fermée et les volets sont tirés. Haut dans le toit, une lucarne de grenier ronde offre l'aspect d'une orbite vide, bien qu'il soit difficile de dire du trottoir, là où patientent les trois passants qui se meuvent maintenant avec les gestes hésitants des somnambules, à quoi les choses ressemblent au-dessus de leur tête. Maintenant, du reste, un brouillard apparaît qui dérobe à leur regard les régions supérieures de la rue des Pics Vacillants. Vitch arbore un air vaguement effaré. Visiblement, il ne sait trop combien de temps il leur faudra rester dans cette rue. Ignorant de ce qui devait se produire, si tant est qu'il va se produire quelque chose, que doit-il faire ? Pour le moment, il n'a qu'une possibilité, tergiverser. Bientôt pourtant, le dénouement arrive, rapide. La minute d'avant, Vitch discutait d'une voix assoupie avec ses deux compagnons dont les visages s'étaient mis à exprimer une méfiance sévère. À présent, ils ressemblent à deux marionnettes. Tirés par des fils invisibles, ils s'élèvent dans la brume, disparaissent. La chose est arrivée si rapidement qu'ils n'émettent pas un cri. Après, l'on entendra cependant des hurlements lointains et caverneux venant de très haut. Vitch tombe à genoux, le visage enfoui dans les mains. Deux sont montés. Un seul descend, silhouette unique, suspendue, quelques dizaines de centimètres au-dessus de la chaussée pavée, agité de quelques convulsions, comme un pendu. Vitch, main écartée, regarde la créature. Certes, il n'y en a qu'une, mais elle a trop de... Son corps a trop de tout. Deux visages qui se partagent la même tête. Deux bouches qui, lèvres entr'ouvertes, sont muettes. À jamais. La chose continue à gigoter dans les airs, même après que Vitch s'est complètement effondré dans la rue des Pics Vacillants. La rencontre qui suit entre Vock et Vitch est aussi imprévue que la précédente. Il y a du mouvement dans le grenier. Le reclus extrait sa carcasse des ombres pour s'en inquiéter. Vitch et le guichetier hurlant de rire. Voilà le spectacle qui l'attend. Leurs cachinations font vibrer l'air stagnant du grenier. On dirait deux jumeaux frappés de démence, pleurant et gloussant d'une seule voix. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque, monsieur Vitch ?» demande Vock. Vitch, sans lui répondre, poursuit son duo mouvementé avec le pantin. « C'est l'heure de faire dodo, pantin », dit Vock en touchant la guérite. Et même après cela, Vitch continue de pouffer tout seul, comme s'il était lui aussi un automate qui ne peut maîtriser ses propres gestes. Vock bouscule Vitch,
qui tombe à terre. Apparemment, cela actionne le mécanisme requis pour le faire taire. Il est du moins muet pendant quelques minutes. Puis, les yeux levés sur Vok, il grimace, sourcils froncés. Pourquoi fallait-il leur faire subir un tel sort ? Demande-t-il d'un ton de profond et chagrin reproche. À t'en rire, il s'est éraillé la voix, qui grince comme un rouage. Je ne vais pas feindre de ne rien savoir de votre problème. J'en ai entendu parler, même si ça ne me fait ni chaud ni froid. Cependant, vous ne pouvez pas m'en attribuer la responsabilité, monsieur Vitch. Vous savez très bien que je ne sors jamais de chez moi. Cela dit, je ne vous retiendrai pas si vous partez maintenant. Vous m'avez déjà causé bien assez de soucis. Mais pourquoi fallait-il que cela se passe de cette façon ? Proteste Vitch. Comment voulez-vous que je le sache ? Vous ne vous souciez pas de la manière dont votre problème allait se régler, m'avez-vous dit. Et d'ailleurs, à mon sens, ça s'est très bien passé. Ces deux-là se fichaient bien de vous, monsieur Vitch. Ils se désiraient l'un l'autre. Eh bien, ils ont eu ce qu'ils voulaient. De part d'eux, ils ne font qu'un. Tandis que vous êtes libre de vos mouvements, jusqu'à votre échec suivant. Attendez, je sais ce qui vous travaille, s'exclame Vok, qui vient de comprendre. Si vous êtes mal à l'aise, c'est que l'affaire s'est conclue par leur perte, et non la vôtre. La mort, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, monsieur Vitch, oui. Mais comment aurais-je pu me douter que vous pouviez apprécier ce genre de perspective ? Je vous ai sous-estimé, sans aucun doute. Mes plus plates excuses. Non ! Hurle Vitch, qui frémit comme un animal malade. Vok, à présent, est tout excité. Non ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi faire de moi l'artisan de vos déceptions ? J'ai déjà assez de pain sur la planche sans que vous m'en rajoutiez. Le guichier que voici pourrait vous apprendre 2 ou 3 choses. Vous l'avez entendu se plaindre ? Non, pas un mot, pas un geste. Le silence d'une marionnette vous apaise comme nul autre, et son immobilité est celle parfaite de l'être non né. Elle pourrait faire des manières. Ce n'est pas le cas. Et c'est précisément son absence d'action, sa nature inachevée, qui en fait un compagnon idéal. Mon seul véritable ami, semble-t-il. Bois-mort, je t'adore. Vous voyez ses mains, comme elles reposent sur ses genoux, comme pour une prière vide. Et le noble agencement de ses membres, impuissants et mous. Regardez ses lèvres engourdies, qui ne marmonnent rien. Et regardez ses yeux, qui fixent encore et toujours, à jamais. Vok regarde ses yeux de plus près. Et les siens s'abaissent petit à petit, pleins d'une sombre concentration. Il penche la tête sur la guérite pour s'autoriser l'examen le plus rapproché possible, les mains collées sur la vitre, comme aimantées par un puissant effet de succion. Vok se rend enfin compte d'un changement dans la physionomie du pantin. Ses yeux pleurent désormais de petites gouttes de sang qui roulent lentement sur ses joues luisantes. Vok
s'écarte de la guérite avant de se retourner vers Vitch. « Vous l'avez tripoté !» beugle-t-il, du plus fort qu'il peut. Vitch cligne des paupières pour se débarrasser de ses dernières larmes de rire insensé. Un sourire apparaît sur ses lèvres. Mais pas du tout, murmure-t-il, moqueur. Je n'y suis pour rien si vous avez des soucis. La fureur semble pendant un moment pétrifier Vok, bien que son visage soit convulsé par un millier d'actions en devenir. Le caractère périlleux de la situation n'échappe apparemment pas à Vitch, qui fouille le grenier du regard, à la recherche peut-être d'une possibilité de fuite ou d'une arme à retourner contre son ennemi. Il repère quelque objet, dans la direction duquel il se met à avancer, courbé. « Où allez-vous là, hein ? Qu'est-ce que vous croyez ?» profère Vok, qui ne ressent plus les effets invalidants de la colère. Ce vers quoi Vitch avance ressemble en taille et en forme à un cercueil posé sur le plancher. Longue boîte noire, dont seule l'extrémité émerge de l'obscurité pour baigner dans la lueur vert bleuâtre du grenier. Une épaisse bande d'argent poli cercle l'objet, auquel elle est fixée par de lourds écrous. « Patouche !» hurle Vok, tandis que Vitch se penche vers la caisse, dont il palpe le couvercle. Mais avant qu'il puisse l'ouvrir, avant qu'il puisse tenter un autre mouvement, Vok passe à l'action. « Monsieur Vitch, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. En retour, vous ne m'avez causé que du malheur. J'ai tenté de vous libérer du sort de vos amis. À présent, je vous y livre. » À ces mots, le corps de Vitch s'élève, affaissé tel celui d'une marionnette, avant de filer vers les poutres ténébreuses, puis au-delà, tiré par des fils invisibles. Ses bras, ses jambes tressaillent, incontrôlables, pendant l'ascension. Et ses cris s'atténuent. Vok ne se soucie aucunement des mouvements de sa victime. Ses vêtements amples, flottant sur son corps. Il se précipite sur l'objet qu'a voulu désacraliser Vitch et le traîne vers un coin dégagé du plancher. La lumière des murs scintille sur la surface noire et soyeuse du cercueil. Vok, à genoux devant la longue caisse, en caresse tendrement les fermetures du bout des doigts. Comme si chaque moment de réflexion prolongeant le précédent n'était que blasphème. Vok, brusquement, soulève le couvercle. Gît dans le cercueil une jeune femme dont la beauté a été artificiellement préservée par un adorateur de son enveloppe. Vok contemple quelques instants le cadavre, puis « C'est toujours ce qu'il y a de mieux », murmure-t-il à celle qui ne peut l'entendre. « C'est toujours ce qu'il y a de mieux ». Lorsque ses traits commencent à se déformer sous les effets ravageurs de diverses émotions, assurément conflictuelles, il est encore agenouillé devant le cercueil. Les yeux, la bouche, toute l'architecture de son visage est sollicitée pour effectuer d'horribles cabrioles physionomiques.
Le tourment interne qui torture Vok finit par se résoudre en une crise de rire convulsif. Rire libérateur d'un dérèglement ancien. Sous l'effet de cette hilarité imbécile, Vok se relève et se met à gambader, dansant, possédé au son d'une musique absente avec une partenaire invisible. Sautillant, bondissant, titubant, il semble succomber bientôt à une série de spasmes, son rire se faisant cacophonie rauque. L'esprit complètement ailleurs, ou ayant peut-être retrouvé un moment le contrôle de ses gestes, Vok sort de son grenier. À présent, il rit, penché sur le gouffre obscur dont le sépare la fragile rampe du palier, tout en haut de l'escalier bancal. Son ultime rire semble lui rester collé dans la gorge, tandis qu'il passe par-dessus la rambarde et tombe sans un bruit. Si bien que les hurlements que vous entendez en ce moment ne sont pas ceux de Vok chutant, ni du malheureux Vitch parti vers on ne sait quelle ténébreuse région. Ce ne sont pas davantage les derniers échos des gémissements d'épouvante de Prena et de l'âme. Non, ces cris-là, qui se font entendre sur le palier en haut de l'escalier, proviennent uniquement d'un pantin impuissant, sur les joues laquées duquel, il le sent, coulent maintenant de chaudes gouttes de sang. Car le guichetier a été abandonné, seul, vivant, dans les ombres d'un grenier déserté. Et ses yeux roulent comme des billes folles. Et c'est une fin d'histoire.